à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est là pour une vidéo qui me tient beaucoup à cœur et c'est une vidéo sur le top 5 des livres qui ont vraiment changé ma vie. J'ai préparé une petite sélection et j'ai hâte de vous les présenter. Et avant de vous les présenter, changer sa vie, on peut se dire que c'est peut-être une ambition un peu trop forte pour un livre. Eh bien, je ne suis pas du tout d'accord. Pourquoi? Parce que déjà, il y a eu beaucoup d'études scientifiques qui ont été faites sur l'importance de la lecture, comment la lecture change en fait le cerveau, crée de nouvelles connexions neuronales. Ça permet de développer sa créativité, ça permet aussi d'affronter certains problèmes qu'on a dans notre vie. Il y a tout le courant de la bibliothérapie qui utilise les livres en fait pour aider vraiment des personnes qui ont des pathologies ou des souffrances. Donc le pouvoir de la lecture depuis voilà, l'invention de l'écriture, le pouvoir de la lecture, on le connaît, c'est très puissant pour un être humain. Et aussi, surtout, moi, je suis coach, donc je suis en cours de certification, etc. Donc je comprends de plus en plus le cerveau humain. Et je me suis dit, mais comment ça se fait que la lecture ait eu un rôle aussi important dans ma vie? Pourquoi? Moi, je me suis rendu compte vraiment ces derniers temps que c'est parce que la lecture a permis de changer ma vision du monde. Quand je lis un livre sur un sujet, donc je vais vous en parler en vous présentant les 5 tout de suite, ça me permet en fait de remettre en question ce que je croyais moi, mes propres pensées, mes anciennes visions du monde, et de les confronter en fait à la vision d'un autre auteur ou d'un autre personnage, et donc d'évoluer et de changer ma vision du monde. Et en changeant nos croyances, on change nos résultats. Et c'est vraiment ça en fait que la lecture peut vous apporter et m'apporte moi dans ma vie. C'est vraiment au-delà du divertissement et tout, qui est évidemment essentiel et pour moi premier, ça peut aussi vous permettre de faire évoluer vos visions du monde, de faire évoluer vos croyances et de changer vos résultats. Et donc, on va commencer par le premier livre que j'en ai pas parce que c'est une série de livres qui a changé ma vie et c'est la saga Harry Potter. On commence par le plus original, hein, comme vous le voyez, mais Harry Potter, ça a vraiment changé ma vie. Pourquoi? Parce que vous le croyez ou non, avant Harry Potter, je disais que je n'aimais pas lire. Donc j'ai lu Harry Potter à 10 ans, c'est ça, 10, 11 ans, ouais 10 ans, c'est ça, je crois que j'étais en fin CM2. Il y avait une amie qui les avait, et puis le film allait sortir, etc. Donc je me suis dit, tiens, ça m'intéresse, j'ai vu le film, après j'ai voulu lire, etc. Donc avant Harry Potter, je disais que je ne voulais pas lire. Je disais même que je n'aimais pas lire, que lire c'est ennuyeux, que l'idée de lire des pavés, voilà, j'avais ces expressions de personnes qui n'aiment pas lire, ces pavés là, quelle idée. C'est vrai que qu'on nous faisait lire hein, des choses à l'école, mais je crois que c'était de la littérature pour enfants, jeunesse, et j'ai jamais été fan de littérature jeunesse, à part 2 3 auteurs comme Marion Muraille ou J.K. Rowling, qui franchement 2 3 auteurs, j'ai jamais été fan de littérature jeunesse. Enfin, en tout cas, quand j'étais jeune, je suis pas tombée sur beaucoup d'auteurs jeunesse qui me plaisaient. Et avec Harry Potter, j'ai découvert l'amour de la lecture. Et j'ai découvert le plaisir qu'on pouvait avoir en étant seul et en s'évadant dans une histoire. Et c'est assez extraordinaire. Donc Harry Potter a évidemment changé ma vie parce que je suis passée de je n'aime pas lire à je suis une lectrice. Et depuis, je passe beaucoup de temps à lire, plus ou moins selon les périodes de ma vie, mais globalement, depuis mes lectures, ma découverte d'Harry Potter, la lecture fait partie de ma vie et ça n'a pas changé. Donc merci J.K. Rowling, je pense qu'on est beaucoup de jeunes, voilà, moi j'ai 28 ans, bientôt 29, mais j'ai 28 ans. On est beaucoup de personnes de cette période-là, nées dans les années 90, à remercier J.K. Rowling pour nous avoir fait découvrir la lecture. Donc merci J.K. Rowling. Elle ne regardera pas cette vidéo, mais c'est pas grave. Et Harry Potter, donc le premier livre, la première série de livres qui a changé ma vie. Donc, le deuxième livre, ce sont Les liaisons dangereuses. J'ai déjà fait une vidéo sur les liaisons dangereuses, je referai d'autres. Oui, globalement, les livres que je vais vous présenter, j'ai déjà un peu fait des vidéos dessus, sauf un. Voilà. Donc, Les liaisons dangereuses, c'est un roman par lettres, donc un roman épistolaire de Choderlos de Laclos du XVIIIe siècle, qui raconte en gros l'histoire de 2 libertins qui, on va dire synthétiquement, deux personnes, un homme et une femme, qui sont libertins, donc vivent une vie un peu dissolue, avec beaucoup d'amants, d'histoires amoureuses, au XVIIIe siècle, ce qui n'était évidemment pas recommandé par la société convenable et religieuse de l'époque, et donc en gros on va dire qu'ils manipulent leur entourage, c'est très schématique, hein. Mais je vous renvoie à ma vidéo sur les liaisons dangereuses si ça vous intéresse. Et ce livre est extraordinaire déjà parce que le style est somptueux, je ne sais même pas comment le décrire tellement il est magnifique, la langue du 18e, c'est pour moi la langue parfaite, à la fois moderne et à la fois musicale, avec l'élégance des anciens, enfin j'adore cette langue. Et aussi, plus par rapport au personnage de la marquise de Merteuil, qui est un personnage qui n'arrête pas de fasciner des générations et des générations de lecteurs des Liaisons dangereuses,
parce qu'elle permet vraiment de... Enfin, elle m'a fait voir un autre... Elle m'a fait voir différemment la manipulation. Donc la manipulation, c'est-à-dire notamment la manipulation sociale, les personnes qui portent un masque, qui prétendent être quelqu'un face aux autres qu'elles ne sont pas réellement, c'est souvent mal vu dans la société, souvent décrié. Et avec la marquise de Merteuil, j'ai compris que ça pouvait être nécessaire et que ça pouvait être utile. Et que, évidemment, elle le fait vraiment de façon pour manipuler les gens, etc. Mais, enfin, pour manipuler, pour avoir du pouvoir sur les gens, voilà, c'est par plaisir aussi un peu pervers. On n'est pas obligé d'aller jusque là. Mais porter un masque, ça peut être utile pour ne pas avoir d'ennui, pour un peu cacher son jeu et pour avoir un peu ce que l'on veut, sans pour autant faire souffrir les gens, comme le fait Merteuil, qui est un des deux personnages principaux des Liaisons dangereuses. Donc vraiment, ça a vraiment changé ma vie par rapport aux relations à la société, aux masques sociaux, etc. Et je pense que... Enfin, il y a des livres comme ça qui vous accompagnent toute votre vie. Et ce livre en fait clairement partie. Et je pense que je vais le relire bientôt et que je vais encore avoir une nouvelle vision du monde parce que j'aurai évolué et que ce livre sera un compagnon essentiel pour réfléchir et penser à l'apparence qu'on a face aux autres dans la société en fait. Est-ce qu'on doit être absolument authentique, porter des masques, manipulation, etc. Et je n'ai pas fini de grandir grâce aux Liaisons dangereuses. Donc le deuxième livre vraiment qui a changé ma vie. D'ailleurs c'est pas exactement... c'est pas un top du plus important au moins important, on va dire. C'est... Voilà. J'ai fait un ordre un peu arbitraire. Donc le troisième, j'ai aussi fait une vidéo dessus. Je vais refaire une vidéo dessus. Ce sont les rêveries du preneur solitaire de Jean-Jacques Rousseau. Alors Rousseau. Rousseau, c'est un auteur qui me touche beaucoup. Il y a des auteurs comme ça. Sa sensibilité me touche, son histoire me touche, son style me touche. Je suis une fan. Je pense que si je vivais à l'époque de Rousseau, je serais une de ses groupies. Voilà, je pense même faire un pèlerinage là, à Genève. Rousseau, c'est un auteur très cher à mon cœur. Et en particulier les rêveries du preneur solitaire. La première fois que j'ai lu les rêveries, quand je l'ai fermé, je me suis dit, je ne vais pas finir comme lui. Parce qu'en fait, je pense avoir beaucoup de traits de personnalité similaires à Jean-Jacques Rousseau. Beaucoup d'un rapport au monde qui, aujourd'hui, j'ai pas mal évolué, mais qui a longtemps été difficile, un sentiment d'exclusion, un sentiment de ne pas être reconnu à sa juste valeur, voilà. Avec Rousseau, ça a vraiment été thérapeutique, parce que je me souviens, je l'ai lu, je crois que j'avais 15 ans, un truc comme ça, et j'ai pris conscience, en fait, que Rousseau était dans un état d'esprit... dans cet état d'esprit, certains disent victimaire, et c'est pour ça que les gens n'aiment pas Rousseau, ils trouvent qu'il se plaigne un peu, mais dans un état d'esprit en tout cas non apaisé par rapport aux autres, par rapport au monde. Et c'est les premières pages que je vous lis pas, mais il a une phrase j'ai aimé les hommes en dépit d'eux-mêmes, ce genre de choses. Donc, bon, c'est pas un rapport très apaisé aux autres êtres humains. Et j'ai toujours senti que je pouvais finir comme lui. Et grâce à Rousseau, c'est un peu bizarre, on va dire, comme leçon, mais j'ai compris en fait qu'on pouvait... Enfin, que je voulais créer un rapport plus apaisé à mes autres confrères humains, en fait, tout simplement. Bon, c'est un peu particulier, mais je vous ferai d'autres vidéos sur la solitude, parce que je pense qu'on est beaucoup à souffrir de ce mot, de ce mal, oui, en tout cas, de ce mot, en tout cas. On est beaucoup à souffrir de ce mal. Et Rousseau, vraiment, le penseur de la solitude, le penseur du rapport à la société, à la fois dans ses écrits plus littéraires, donc là les rêveries, évidemment ses confessions, la Nouvelle Héloïse, et aussi ses écrits politiques, bien sûr, du contrat social, voilà. Bon, je vais pas vous faire la pub de Rousseau, je vais faire d'autres vidéos sur lui, mais Rousseau, extrêmement important pour moi. On est au quatrième, c'est ça? Le quatrième livre, alors là... C'est toujours un peu les mêmes thèmes, ce sont les thèmes de ma chaîne aussi, mais c'est le Misanthrope dans un vieux livre qu'on a récupéré d'un ami, enfin d'une connaissance de ma mère qui est décédée et qui nous a gentiment offert sa bibliothèque. Donc je ne sais même pas c'est quoi cette collection d'auteurs auteurs classiques. Bon, vous voyez, c'est vraiment miteux, mais à l'intérieur c'est un bijou. Donc le Misanthrope de Molière. Donc le Misanthrope, c'est l'histoire d'Alceste. Qui est en gros, on va dire, qui déteste l'hypocrisie, on va dire. L'hypocrisie sociale,
le mensonge à la cour, ça se passe au XVIIe siècle, hein, le mensonge à la cour, etc., les jeux de galanterie, de en face, je suis gentil avec toi, derrière, je te descends, bon. L'humanité n'a pas trop changé depuis, hein, vous voyez à peu près de quoi je parle, je pense. Et il voudrait, lui, pouvoir être honnête, pouvoir être authentique. Et il a un ami, Philinte, qui, lui, est beaucoup plus flexible, beaucoup plus détaché, en fait, de toutes ces choses-là. C'est vrai que moi, pendant longtemps, j'ai été à Alceste. J'ai été dans non mais c'est vrai, les gens sont hypocrites, il faut être authentique. Et plus je grandis, j'ai 28 ans, je suis pas non plus une sagesse hein, énorme, mais plus je grandis, plus je suis Philinte. Et plus je comprends en fait l'importance de se détacher de ces choses-là et de ne pas attacher trop d'importance en fait à l'hypocrisie humaine, parce que ça révèle aussi beaucoup de peur et de faiblesse. Et avoir plutôt un regard détaché et amusé sur la nature humaine, c'est, je pense, le réel message de Molière. Et notamment, ce qui est très intéressant, c'est que Rousseau a écrit sur les misanthropes en critiquant Molière, parce que Molière, justement, cette pièce, c'est pas exactement une tragédie en fait. Disons que moi je pense que c'est une comédie et que Molière, même si il pense qu'il y a des aspects vraiment intéressants chez Alceste et de la quête de vérité, son intransigeance par rapport à toute forme d'hypocrisie sociale tourne au ridicule. Et Rousseau a écrit un texte dessus, et il précise que non, Alceste a raison, que la vérité, l'authenticité sociale, c'est ce qui doit guider l'être humain. Et voilà, je me détache de plus en plus de cette vision-là, et pour m'approcher de plus en plus de Philinte. Voilà. Mais peut-être que c'est aussi un livre que je vais avoir toute ma vie. Peut-être que dans 5 ans, je sais pas, enfin 5-10 ans, j'ai plutôt être comme Célimène, qui est donc une femme que aime Alceste, mais qui est la pire des mondaines, la pire des hypocrites. Peut-être qu'un jour, je vais me dire, non mais c'est bien d'être hypocrite, qui sait. Mais voilà, le misanthrope pour réfléchir sur l'hypocrisie sociale et l'authenticité, encore une fois, hein, très très intéressant. Et le dernier, donc là pour le coup c'est mon préféré de ce top, je pense, oui. C'est mon auteur préféré, vraiment. L'auteur qui m'a fait aimer la littérature, pour le coup, le goût des mots, le goût du langage, voilà. C'est Émile Zola, et c'est L'Assommoir. Donc, ce qui est très très drôle, c'est que donc L'Assommoir était dans la bibliothèque de ma grande sœur, et à chaque fois que je passais devant, je regardais L'Assommoir, c'est assez gros comme livre, et je me disais, mais qui a l'idée d'appeler son livre L'Assommoir? Enfin, c'est parce que ce livre, ce pavé va nous écraser d'ennui, je ne comprends pas en fait. Quelle idée d'appeler un livre L'Assommoir? Et puis un jour, j'avais 15 ans environ, c'est surtout à partir de mes 15 ans que j'ai commencé à vraiment aimer la littérature et que j'ai lu pas mal de grands classiques, c'est peut-être dans mes 15-16 ans là au lycée. Donc ben voilà, je suis tombée sur L'Assommoir, je l'ai lu et voilà, j'ai aimé la littérature. J'ai compris en fait ce que la littérature pouvait faire en fait. Et ce que ce livre m'a apporté, donc L'Assommoir, c'est l'histoire de Gervaise Nacquart, qui est donc une blanchisseuse qui va tomber dans l'alcoolisme, etc. Et donc on voit la puissance du déterminisme social, comment les conditions de vie, les croyances que tu peux avoir, ton entourage, etc., quand tu appartiens à un certain milieu, vont te conduire à un certain résultat dans ta vie, qui est dans le cas de L'Assommoir pas très réjouissant, mais je vous spoil pas, mais bon, c'est Zola, donc voilà, les livres de Zola qui se terminent bien, il n'y en a pas des masses. Hein. Déjà dans les Rougon-Macquart, parce que ce livre fait partie des 20 romans de Zola qui s'appellent les Rougon-Macquart, franchement qui se terminent bien, il y en a peut-être 3. Bon, il n'y en a pas beaucoup en tout cas. Et donc celui-là n'en fait pas partie. Et ce livre est extraordinaire, et ça m'a surtout fait comprendre que la littérature pouvait vraiment en fait te faire réfléchir sur la société et sur ton rapport à la société, et notamment sur le déterminisme social. Et cette histoire particulièrement m'a touchée par rapport à mon histoire personnelle. J'ai grandi en banlieue parisienne, dans une cité, dans une famille monoparentale. Oui, parce que banlieue parisienne, hein, ça peut être Neuilly. Donc moi, c'était pas à Neuilly, c'était à l'est parisien, dans une cité, dans une famille monoparentale. Je suis une femme et je suis noire. Donc en effet, sur le papier, c'était mal barré. Et prendre conscience en fait du déterminisme. Après, il y a des auteurs comme Bourdieu, etc., plus sociologues, qui ont été importants, mais avec Zola, j'avais déjà compris et pris conscience de l'importance des contraintes sociales en fait sur le destin d'un individu, et voilà, cette notion de tragique, etc., ça m'a toujours beaucoup touchée. Et voilà, j'adore L'Assommoir, et puis Zola, extraordinaire.
Mais de toute façon, j'ai fait une vidéo sur l'Assommoir, j'ai fait des vidéos sur Zola, j'ai parlé aussi de l'argent, j'aime beaucoup l'argent, enfin voilà. Ça fait partie de... C'est mon auteur préféré à ce jour. Non, Rousseau c'est mon auteur préféré, mais Zola... Enfin disons qu'il y a Rousseau et Zola et je ne sais pas... C'est pas les mêmes critères de choix, mais... Je peux dire que Zola c'est mon auteur de cœur parce que c'est lui qui m'a fait aimer la littérature avec un grand L. Voilà pour mon top 5. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire des livres qui vous aussi vous ont marqué et comment ils vous ont fait évoluer en tant qu'être humain, parce que pour moi c'est ça la magie de la lecture. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!